Des avions de la coalition internationale dirigés par les États-Unis ont bombardé ce dimanche une zone civile à l'est de Deir ez-Zor. Ils avaient également frappé ce dimanche un autre village au sud-est de Deir ez-Zor, tuant 5 civils dont des enfants. D'un autre côté, des centaines de véhicules arrivent à Asaka dans le cadre du plan US destiné à construire une base aérienne pour contrer la base russe de Himaymim. Des attaques ont été menées par les militaires turcs contre les positions des unités de protection du peuple situées la rive orientale de l'Euphrate en Syrie. Mais que se passe-t-il en Syrie ? Écoutez, comme vous l'avez souligné, la situation est assez complexe, semble en tout cas assez confuse. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement toute une remise à niveau, une espèce de réalignement, on dirait une espèce de préparation en anticipation d'une nouvelle phase, une nouvelle configuration du conflit syrien. À savoir que donc nous en étions restés, si je puis dire, à cette phase des grandes opérations militaires s'était arrêtée donc avec l'accord signé entre la Russie, l'Iran et la Turquie concernant, et bien sûr avec l'aval du gouvernement légal de Damas, concernant une pause des opérations militaires concernant la province d'Idlib. Or, il se trouve que quelque part, dans les faits, cette pause a permis aux Turcs de temporiser, de donner le change vis-à-vis des Russes, des Iraniens, qu'ils pouvaient être comptés sur eux en tant que partenaires pour lutter contre le terrorisme dans la région. Mais en même temps, les Turcs ne restent pas inactifs, c'est-à-dire que ils continuent à avoir des revendications sur toute la partie nord du pays, de pouvoir policer, si je puis dire, à travers leur opération qui s'appelait le rameau d'Olivier, si je ne m'abuse, en fait de pacifier, entre guillemets, toute cette bande kurde, où ils veulent absolument empêcher l'édification ce qu'ils appelleraient ce qu'eux considèrent un quasi-État terroriste, kurde de l'autre côté de la frontière, la frontière du côté dans le nord de la Syrie. Et ce faisant, avec ce qui s'est passé récemment à Istanbul, on dirait qu'effectivement les choses vont dans leur sens, puisqu'il semblerait qu'il y a un accord tacite qui a été conclu avec les Américains qui leur permet maintenant de pouvoir allègrement s'attaquer frontalement, donc que ce soit au YPG ou FDS, et à partir de là, avancer leur pion et installer une espèce au minimum de zone tampon, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une phase d'expansionnisme néo-ottomanique, si je puis dire, qui remet en cause pas mal de choses des anciens accords Sykes-Picot, puisque certaines de ces vues historiques dans l'esprit du président Erdogan appartiennent à la Russie, à la Turquie, excusez-moi. Donc cette opération leur permet effectivement, tout en ayant l'air de respecter leurs accords vis-à-vis de la province d'Idlib, de continuer à saper la souveraineté syrienne. Ça, c'est clair. Pour ce qui concerne les Américains, alors les Américains sont passés effectivement de proxy à proxy. D'abord, c'était Daesh, c'est toujours plus ou moins Daesh, en tout cas en ce qui concerne la province d'Al-Tanf, puisqu'ils utilisent cette espèce de cercle concentrique de 55 km en empêchant quiconque de rentrer dans ce cercle autour de la base, et ce faisant donner donc les rênes, si je puis dire, à leurs supplétifs daéchiens pour que ces derniers puissent continuer à lancer des offensives. C'était le cas à l'époque, avant même la libération de la Ghouta orientale, puisqu'ils envoyaient c'était un point d'acheminement jusqu'à la Ghouta orientale, une connexion entre les forces basées donc autour de la base américaine jusqu'à la Ghouta orientale, et de là, par lever des souterrains, des attaques sur la capitale de Damas. Donc ça a perdu son importance, puisque la Ghouta a été reprise au printemps dernier. Mais il n'empêche que voilà, les Américains continuent à s'installer, à s'implanter
sur toute cette bande du pays qui donc le frappe et qui contient, comme vous pouvez l'imaginer, les ressources pétrolifères les plus riches du pays, sans quoi l'économie syrienne aura du mal, il faut le dire quand même, à se remettre. Donc ils s'implantent durablement, ils essayent de peser sur cet aspect des choses de manière à pouvoir s'incruster dans le processus de négociation politique à venir. Donc à partir de là, dans les faits, ils utilisent les FDS kurdes, soi-disant pour lancer des offensives pour officiellement combattre Daesh, mais en même temps, ils arment Daesh par le biais de leur supplétif à Anbar et aussi donc autour de la base de Antanf, ce qui fait que on assiste en fait aux Américains qui ils utilisent les armes officiellement pour lutter contre les autres, mais en fait ils arment substantiellement plus les autres et font en sorte que donc Daesh massacre les Kurdes en fait, ce qui fait l'affaire des Turcs. Donc vous voyez, c'est une espèce de nébuleuse, mais en tous les cas les Américains jouent le jeu malheureusement d'une manière assez magistrale. Ils sont très forts à ça. C'est très cynique. Et plus que jamais, si on doit tirer une conclusion de cet état de fait, qui est un état de fait qui varie en intensité, mais si vous voulez, le problème des Kurdes, c'est que on leur a d'un côté laissé entendre, pas forcément produit, mais laissé entendre qu'avec l'existence, la pérennisation des bases occidentales, puisqu'il ne s'agit pas juste des bases américaines, mais aussi maintenant de bases françaises, on a l'impression que les Français sont eux-mêmes en train de construire une base dans la région concernée, qui a vocation à être pérenne aussi. Les Allemands y sont aussi, donc tout ce petit monde est en train de s'installer durablement et essayer donc de rentrer par la porte de derrière, alors qu'ils avaient été vaincus plus ou moins objectivement dans le cadre des grandes opérations militaires dites classiques. Cette espèce de réalignement maintenant permet aux uns et aux autres, en tout cas ceux qui ont à divers degrés bien sûr, mais participer à l'agression du pays depuis 7 ans, de se positionner afin que les agendas du petit groupe qui était donc de délégitimer Sochi et délégitimer Astana soit remis sur le papier, si je peux dire, remis sur la table, à savoir réimposer donc une solution politique qui porte la prémature avant tout du processus dit de Genève. Donc voilà, tout ça participe, c'est très nébuleux, c'est très asymétrique, hein, puisque bon, on pensait que bon, après Idlib, les choses commenceraient à... Mais le problème, c'est qu'avec cette trêve, appelons-le pour ce que c'est une trêve, ça a permis effectivement aux uns et aux autres de continuer à se positionner dans d'autres secteurs clés du pays, et à partir de là, effectivement, envoyer le message plus ou moins implicite que c'est loin d'être fini et que en attendant, voilà, Idlib n'a toujours pas été repris et eux continuent à grignoter donc toute cette partie orientale et consolider donc leur milice, puisqu'on a vu que dans le cadre de ce que vous évoquiez en début d'entretien, une partie des FDS, donc officiellement soutenue par la coalition antiterroriste, la soi-disant coalition qui n'a de légitimité que le nom, si je puis dire, n'était pas intervenue avec une couverture aérienne, comme par hasard, soi-disant à cause de brouillard. Enfin, on suppute que l'ordre n'a pas été donné pour justement permettre à leurs supplétifs daéchiens de... Et donc ça entretient, on n'avance jamais vraiment de manière claire, mais avec le temps, ça permet donc à ces gens de s'installer de plus en plus, de créer, en plus de ça, puisqu'on a vu que le dernier développement avait vu Daesh pour la première fois en 1 an et demi, donc reprendre un peu le dessus, et réétablir la connexion avec la province d'Anbar en Irak à côté, et ça c'est pas des bonnes nouvelles, puisque beaucoup du travail et beaucoup de sacrifices, du sang versé ont été dépensés justement pour rendre toutes les frontières sécurisées, si je puis dire, que ce soit par
le travail de leur côté de la frontière des Hachid, donc les comités, les unités de mobilisation populaire irakiennes, ou que ce soit à travers donc le travail de la résistance du côté syrien. Et donc là, on s'aperçoit qu'avec effectivement tout récent développement, on a à nouveau ce problème d'une connexion maintenant entre la nébuleuse takfiriste qui sévit à Anbar, mais ce depuis déjà longtemps, parce que Anbar a toujours été, si je puis dire, le Idlib de l'Irak. Hein, donc voilà, c'est une situation qui n'arrête pas malheureusement de changer un petit peu de dynamique en fonction de l'agenda des grandes opérations militaires, et qui fait que voilà, à un moment donné, il va falloir, de toute façon, le président Poutine l'a souligné récemment, il a dit de manière assez explicite que la Russie, le moment venu, se tiendra aux côtés de ses alliés et prendra sa part dans ce qui doit de toute façon être complètement épuré. C'est cette espèce de poche, cette espèce d'abcès donc à Idlib. Il faudra qu'il se penche sur la question de vraiment régler ça et seulement après il sera question de confronter, si je puis dire, cette incrustation de la coalition dans le nord-est du pays. Et ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire qui commencera.